Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est vraiment ce qui nous aide à ressortir dans les classements et à toucher les nouveaux auditeurs qui auraient envie de s'instruire sur la transition écologique. Je raccroche tout juste le micro avec Roman Ledoux et après mon épisode avec Lucas Caltriti, c'est le 68 si vous voulez aller l'écouter, j'avais envie de comprendre un peu plus mon empreinte carbone à moi, comme lui il l'a fait dans son podcast. Et pour ça, j'ai fait venir Roman Ledoux de MyCO2, qui est une application et tout un écosystème qui vous permet de calculer votre empreinte carbone et de trouver des actions pour la réduire de 5% par an jusqu'en 2050, puisque c'est l'objectif de 2 tonnes par an, 2 tonnes de CO2 équivalent d'émissions par an et par personne. Donc voilà, il nous livre tous ces conseils dans cet épisode et on décrypte un petit peu mon empreinte carbone à moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans The Big Shift pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Roman Ledoux. Salut Roman. Bonjour Xavier. Ça va ? Ça va. On va décortiquer notre empreinte carbone. Si vous êtes un auditeur régulier de TBS, en gros, vous savez que la cible de 2050, c'est 2 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an et par personne. Et voilà, du coup, derrière, on ne sait pas toujours à quoi ça correspond. C'est pas évident de savoir, de comprendre les ordres de grandeur, de savoir quels sont les grands postes d'émission. On va essayer de décortiquer tout ça avec Roman aujourd'hui. Avant de commencer cet épisode, une question que j'aime bien poser à mes invités, Roman. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'urgence climatique, vis-à-vis de la situation? Je crois que tu avais demandé comment je me sens tout de suite. Ça va bien. Tout de suite aussi, c'est possible. Par rapport à... Ça va parce que je suis dans l'action, globalement. C'est-à-dire que j'ai un métier où je passe, 40 heures par semaine et j'agis globalement. J'ai des bons retours, c'est-à-dire que les gens sont contents et apprennent des choses. Donc globalement, je suis pas dans cette anxiété que d'autres de mon entourage peuvent avoir. J'ai bien entendu envie, dès que je vais notamment, dès que je sors de Paris, dès que je vais dans les territoires, en Bretagne, là j'étais dans les Alpes ce week-end, de voir que les choses vont un peu plus vite, de voir que les gens arrêtent de prendre leur voiture pour faire 300 mètres, des choses comme ça. Mais globalement, à part cette envie d'accélération, humainement ça va parce que j'agis. C'est incroyable parce qu'il y a vraiment, à chaque fois que je pose cette question, les personnes qui me disent qu'elles sont pas trop stressées, c'est toutes celles qui me disent parce que je travaille avec d'autres gens qui comprennent et donc il y a ce côté collectif et l'autre chose c'est l'action. Il y a vraiment ces deux points-là qui sont clés, j'ai l'impression, à chaque fois. Et c'était un peu la raison pour laquelle j'ai commencé à poser cette question, c'est parce que je me disais qu'est-ce qui fait que les gens continuent de bosser sur ces sujets. Et en fait j'ai vraiment l'impression que la réponse, maintenant au bout de 10 ou 15 fois que j'ai posé cette question, la réponse, j'ai vraiment l'impression que c'est l'action et le collectif. Je sais pas si tu peux confirmer ça ou... Oui, c'est clair. C'est clair que devant un problème qui est si gigantesque, surtout quand on se projette à 2050, on va essayer après de rester un peu dans le concret. Mais clairement, si on se projette à 2050, c'est dans 30 ans, on voit tout l'effort, il faut diviser par 5 notre empreinte carbone. Ça donne le vertige. Donc globalement, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que je peux faire maintenant. C'est la même chose, je sais pas, si tu cours 2-3 kilomètres, on te dit tu dois faire un marathon dans 2 ans. La seule chose qu'il y a à faire, c'est d'y aller, de commencer à t'entraîner et normalement, ça devrait se passer de mieux en mieux, quoi. On ne saura pas courir un marathon en 2050 si on n'en a jamais couru en 2049. Exactement, ouais, ça c'est une bonne métaphore. Est-ce que tu peux te présenter et présenter MyCO2? Ouais. Alors moi, je m'appelle Roman, j'ai 35 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Ça fait après 10 ans que je suis sur Paris essentiellement pour le travail. J'ai fait mes études à Nantes avant et j'ai grandi en région parisienne, mais près de Melun, donc c'est pas du tout Paris. J'avais les champs à côté, pas très loin de chez moi. On faisait du vélo avec mes copains le week-end. J'ai une fille de 1 an, on reparlera peut-être des enfants tout à l'heure. Je suis chez Carbone 4 depuis 2011. En fait, j'ai fait Centrale Nantes et en sortant d'école, je suis rentré en stage chez Carbone 4. Donc c'était en 2011. J'ai fait à peu près une dizaine d'années de conseil. Donc là, c'est super parce que ça m'a donné un peu la vision de l'intérieur des entreprises, que ça soit en négatif ou en positif. Et quand je vois aussi, on en reparlera tout à l'heure, je pense tous les sujets un petit peu de répartition des efforts entre entreprises, individus et services publics, ça m'a donné aussi la vision de l'intérieur de l'entreprise, qui est que c'est pas si simple de faire déjà
moins 10% en 10 ans, moins 20% en 10 ans. Et finalement, c'est les mêmes problématiques en entreprise et auprès des individus que je rencontre maintenant. Voilà, j'ai lancé donc MyCO2 en intrapreneuriat, donc après 10 ans de conseil. C'était 10 ans où j'ai vu beaucoup de choses. J'ai travaillé pour des entreprises, mais aussi pour des collectivités. Pour le Maroc, par exemple, j'ai travaillé pour des conseils régionaux, pas en Île-de-France, mais aussi en Martinique, en Auvergne. Donc j'ai vu des problématiques très très différentes. Typiquement, les trains sont beaucoup plus carbonés en Auvergne qu'en Île-de-France parce qu'ils sont plus au gasoil et moins remplis. Donc j'ai vu un petit peu la réalité du carbone, si j'ose dire, et pas que vu d'un tableur Excel. Donc j'ai lancé MyCO2 il y a 2 ans, non 3 ans maintenant. Et on est maintenant une équipe de 7 personnes. Super intéressant ce que tu dis là-dessus. Le train, effectivement, de la campagne qui est quand même vachement plus carboné. J'ai fait cet été, alors j'en ai parlé dans un épisode précédent et je commence à beaucoup trop raconter ma vie, mais j'ai fait un aller-retour en Roumanie cet été, et notamment l'aller en avion, et le retour, je voulais pas prendre l'avion et on l'a fait en train seulement. Il se trouve que pour le TGV, pour le Lyria, etc., c'est assez facile de calculer notre empreinte carbone là-dessus. Ouais. En revanche, pour toute la partie en Hongrie, en Roumanie, on avait une locomotive diesel qui était peut-être remplie à 5 ou 10%. Ouais. Et assez compliqué du coup sur la totalité du trajet de me dire est-ce que c'était finalement un meilleur choix de prendre ce train-là plutôt que de prendre l'avion. J'ai du mal à le savoir encore. Alors ça, typiquement, ça fait partie des chantiers méthodologiques. En MyCO2, on est obligé de creuser pour savoir. Parce que la donnée, elle n'existe pas telle qu'elle. Donc typiquement, on a regardé Alors, il y a des données, typiquement, au niveau de la Commission européenne qui existent, où on va te dire le pourcentage de trains électriques, gasoil par pays. On va aussi te donner des taux de remplissage par type de train, grande vitesse ou régional. Donc ça, c'est des choses qu'on analyse. Typiquement, on s'est rendu compte que le train était en moyenne de mémoire autour de 25 grammes de CO2 par kilomètre. En France, on est plutôt à 2. Ouais. Ah, non, en Europe. D'accord, ouais. On est autour de 25, alors qu'en France, on est à 2. Donc clairement, on sait en France, on est très électrifié. Et puis surtout, on a une électricité bas carbone. Donc quand on regarde en Europe, le train reste 10 fois mieux que l'avion, c'est évident, mais il est plus carboné qu'en France. 10 fois plus qu'en France. Ok, ça me donne une bonne piste de réflexion du coup, pour la suite, mais peut-être qu'on participera à l'atelier MyCO2 pour essayer de faire le détail de tout ça. Avec plaisir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire 2 tonnes d'équivalent CO2 ? D'où vient ce chiffre ? Qu'est-ce que c'est ? Qui l'a décrété ? Pourquoi est-ce que c'est la cible ? Alors c'est une bonne question. Il faut savoir que dans MyCO2, on parle pas trop des 2 tonnes, notamment parce qu'on veut rester dans le présent. Donc on va beaucoup plus parler de moins 5% par an tous les ans pour vraiment essayer de mettre en mouvement les personnes. Donc je ne suis pas un expert du 2 tonnes. 2 tonnes, c'est à peu près ce qu'il faut... Alors 1 tonne, c'est à peu près ce qu'il faut atteindre par personne au niveau territoire. Parce qu'on sait que pour atteindre la neutralité en 2050... il faut qu'on soit à peu près à 1 tonne par personne parce qu'on sait que c'est en 2050 ce que la nature pourrait absorber, pour être du coup à cet état de neutralité où ce qu'on émet est absorbé par la nature. Quand je dis la nature, ça peut être la nature aidée par l'homme. Donc les 1 tonne, ça on le connaît très bien, c'est vraiment cet objectif de neutralité. Par contre, il faut rajouter toutes les émissions importées. Et c'est là où les chiffres, du coup, varient quand on rajoute ça entre 1,7 et 2,5, quelque chose comme ça. Donc, le 2 tonnes, et voilà Ce que tu appelles les émissions importées, qu'est-ce que c'est ? Alors, les émissions importées, c'est une grosse partie, ça va être l'amont des combustibles. Typiquement, quand on brûle 1 litre de pétrole, on va avoir donc des émissions tout de suite, mais il y a eu plein d'émissions en amont. Il y a eu des émissions pour construire les stations-service. Il y a eu des fuites de gaz quand le pétrole a été extrait. Il y a eu potentiellement des petits attentats, là, comme ça se passe en ce moment dans la mer, où il y a du méthane qui sort. Donc, c'est tout ce qui s'est passé avant que l'on crame ce carburant. Et donc ça peut faire des émissions, ça peut faire beaucoup d'émissions. Et on y reviendra tout à l'heure, mais c'est typiquement sur ces émissions-là qu'on a le plus d'incertitudes. Parce que voilà, ce qui s'est passé là au-dessus de la mer du Nord, c'est peut-être anecdotique, mais bon, c'est très dur de reporter ça quelque part. Voilà. Donc en gros, le gros souci, c'est à qui appartiennent les émissions, c'est ça ? C'est parce qu'on va en reparler après dans notre compta un peu privé, particulière à chacun, mais même au niveau des États, même au niveau des entreprises, la grosse difficulté dans le calcul de ces empreintes carbone, c'est de savoir qui est responsable de quelle émission. Oui, alors il y a déjà, est-ce qu'on est capable de bien mesurer ? Typiquement, est-ce qu'on est bien capable de mesurer les fuites de méthane ?
qui sont liées aux incendies, qui sont liées aux fuites, typiquement lors de l'extraction. C'est pas sûr que la Russie actuellement ait bien envie de reporter ses émissions de méthane. Peut-être que ils ont pas que ça à faire, et deux, ils ont pas envie de dire la vérité. Donc il y a premier sujet qui est: est-ce qu'on est capable de bien tout mesurer ce qui se passe dans la vraie vie, et pas seulement dans des hypothèses dans un tableur Excel. Et puis après, oui, il y a des sujets de répartition. Là actuellement, les répartitions, on les fait comment? On les fait grâce à l'argent. On regarde typiquement, voilà, j'achète 1 litre de pétrole, il est passé par tel pays. J'ai acheté un téléphone portable, il a été fait dans tel pays, et donc on répartit ainsi les émissions. Ok, alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on met dans l'empreinte carbone? Et d'ailleurs, avec un focus peut-être sur l'empreinte carbone individuelle. L'objectif aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie à 2 tonnes. Alors, à ce moment-là, si on se reporte un peu plus sur la méthodologie MyCO2, qu'est-ce que c'est que moins 5% par an jusqu'à 2050? Et du coup, qu'est-ce qu'on met dans ces objectifs? Ouais. Alors, donc, faut repartir un peu des gros ordres de grandeur. Quand on regarde les émissions de la France, vraiment du territoire, on va être autour de 400 millions de tonnes. D'accord? Nous, le périmètre qu'on étudie, il est plus gros. Il fait 660 millions de tonnes. Donc c'est un peu plus de 50%. Pourquoi? Parce qu'on rajoute notamment une grosse partie des émissions importées. On prend une partie des émissions du territoire, par exemple un sac qui a été produit en France, il y a encore des sacs produits en France dans le luxe et exportés en Chine, on va pas le compter, on va l'enlever. Et à contrario, tout ce qu'on importe, on va le compter. Donc on est sur 660 millions de tonnes, et vu qu'en France on est 67 millions de personnes, ça fait environ 10 tonnes de CO2 équivalent par personne. Ok, donc ça c'est l'empreinte actuelle. Donc ça c'est l'empreinte actuelle. Ta question ensuite concerne les différents postes? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met dans ces 10 tonnes. Et puis après, je pense qu'on parlera aussi de tout ce qu'on met pas dedans. Mais d'abord, effectivement, qu'est-ce qui est compris là-dedans? Alors du coup, ce qui est compris là-dedans, c'est vraiment l'intégralité des émissions liées à notre consommation finale, d'une part, c'est le gros, et ce qui est lié à la consommation finale du public. D'accord? Donc la consommation finale des ménages, c'est environ 1200 milliards d'euros par an. Il faudrait diviser ça par 67, mais on ne doit pas être très loin de 20 000 euros par personne et par an. Ok. Et on rajoute donc une part des services publics qui fait environ 550 milliards d'euros, et en CO2, donc ça fait environ 1400 kg. Donc 1400 kg, c'est lié à de la consommation finale du public, on va dire. Et le reste, donc si je me trompe pas, ça fait 8600 à peu près, ou 8500, c'est donc lié à notre consommation finale. Donc autrement dit, tout ce qu'on achète, on va essayer de comptabiliser les émissions qui ont eu lieu en amont pour recevoir ce produit, pour utiliser ce produit ou ce service. Ok, donc ça c'est la déconstruction du chiffre, et maintenant dans les catégories d'émissions, dans ces 8 tonnes 5 là. Ouais, donc dans les 8,5, on a sorti un graphique en janvier, on en reparlera peut-être. On a des émissions, je vais essayer de te dire les postes dans l'ordre sans me tromper. Je me déplace, et le poste où on a le plus d'émissions. Ensuite, on va voir je mange, je me loge et j'achète. D'accord. Et on terminera par les services publics. Il y a beaucoup d'éléments qui sont assez durs à classer. Typiquement, dans j'achète, on sait qu'on a beaucoup de choses qui concernent le logement. Parce que dès qu'on va faire des travaux, etc., dans la comptabilité nationale, ça va pas être compté dans je me loge. Donc par exemple, quelqu'un qui va faire des travaux par lui-même, du bricolage, mais ça peut être du bricolage assez lourd avec beaucoup de carbone. De l'isolation thermique, par exemple. Alors ça dépend. En fait, il y a des catégories, on essaie de se caler au plus sur ce que calcule l'INSEE. Ce qui s'appelle gros entretien, normalement, est compté dans je loge, dans je me loge. Mais par contre, tout ce qui va être fait par les particuliers eux-mêmes, ou qui va être un petit peu du bricolage, ça va être dans j'achète, par exemple. Ok. Donc ça, c'est les 4 grandes catégories. Ouais. Alors j'ai fait, moi, pour commencer cet épisode, j'ai fait mon bilan carbone, alors pas avec MyCO2, mais avec un outil de l'ADEME qui s'appelle Nogest Climat. Je vous invite à faire déjà votre calcul d'empreinte carbone, que ce soit avec MyCO2, ce qui est un atelier collectif partagé, on le disait en introduction, ou de façon plus rapide avec Nogest Climat, même si c'est pas forcément le plus précis. Mais il y a quand même des informations qui me paraissent un peu presque incohérentes. En fait, moi, je me suis retrouvé avec un résultat à 3 tonnes de CO2 par an. J'ai pas l'impression de m'être sous-flagellé en faisant ce test-là. Mon poste le plus important, c'est mon alimentation.
alors que fondamentalement, je mange de la viande peut-être une fois par semaine et pas de la viande rouge, et peut-être de la viande rouge une fois par mois. Et j'avais vraiment l'impression que c'était que c'était bien. Et ça reste mon impact le plus fort. Je disais justement tout à l'heure que je prenais l'avion une fois par an pour aller en Roumanie, et ça devient juste uniquement mon deuxième poste des dépenses. Et pourtant, malgré tout ça, malgré le fait que, oui, effectivement, je suis très loin d'être parfait, cet indicateur me place à 3 tonnes. Donc j'ai un peu du mal à le croire, sachant que l'objectif 2050, c'est 2 tonnes, et qu'en plus de ça, j'ai, comme tu disais, 1,4 tonnes de fonctions publiques et de services administratifs dans la balance. Donc... Qu'est-ce qui fait qu'on ait des grosses variations entre les différents calculateurs? D'où viennent les données qui les compilent? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'on peut faire confiance à tous les calculateurs? Alors, c'est très dur. Je vais essayer de prendre l'analogie un peu en entreprise. Quand tu fais le bilan carbone d'une entreprise, tu vas essayer de regarder quels sont les flux en amont, en aval. Quand on essaie de répertorier tout ce qui rentre, tout ce qui sort, on va compter beaucoup de choses. Peut-être qu'on va oublier beaucoup de dépenses qui sont des dépenses en euros, qui vont être des dépenses par exemple de pub, des dépenses de services. Et tout cela, en l'oubliant, on peut oublier beaucoup, 30, 40%, 50% des émissions. Sur notre empreinte carbone, c'est clair que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on a une approche en essayant de catégoriser tout ce qui fait des émissions et qu'on les compte, forcément, on arrive à un chiffre qui est trop faible. Parce qu'on ne peut pas penser à tout, premièrement. Parce que souvent, les calculs carbone s'appuient sur ce que je vais appeler une vision micro dans la suite. Donc, une vision micro vient souvent des analyses de cycle de vie. D'accord ? Mais par exemple, si tu regardes une analyse de cycle de vie d'un iPhone, parce qu'elle est disponible, Apple va jamais compter toutes les émissions carbone de son activité. Là-dedans, tu vas pas avoir toutes les émissions liées au serveur pour son utilisation. C'est pas le meilleur exemple, mais toutes les émissions liées aux publicités d'Apple. Ça doit être énorme. Je pense qu'il y a des budgets publicitaires énormes qui font des émissions. Et ça, c'est pas compté dans cette vision micro, parce qu'on va seulement compter l'extraction des matériaux, leur transformation, l'acheminement du produit et son utilisation. Mais on voit bien que si on veut, du coup, avoir cette vision plutôt macro, il faut aller un cran plus loin, regarder quelles sont toutes les émissions d'Apple et essayer de les ramener au produit. Donc ça, c'est tout notre travail de se dire, OK, il y a une donnée, des bases de données d'analyse de cycle de vie, il en existe beaucoup. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'il faut les moyenner? Parfois, on fait des analyses statistiques, par exemple sur l'alimentation. À partir d'Agribalise, on a fait des analyses statistiques parce que en regardant un seul produit, tu peux te rendre compte que tu vas avoir des différences de 1 à 3, alors que le produit, il a l'air similaire, parce qu'on est encore dans une science qui est nouvelle. Tu peux avoir des choses qui sont pas faites de la même façon. Souvent, c'est des hypothèses quand même, hein. Donc, tu peux avoir un bureau d'études qui est un peu plus sympa avec le client et qui va prendre des hypothèses qui vont bien. Je parlais avec un collègue qui travaillait dans les énergies renouvelables et il me disait typiquement toutes les valeurs de référence pour l'éolien offshore, elles sont très théoriques et très favorables. Quand on regarde dans la réalité, il faut construire des énormes bateaux, ils essaient de sortir en mer, pas de chance, il fait mauvais, finalement ils sortent pas une seule fois, mais ils doivent sortir 3 fois. Il faut reconstruire un énorme port pour mettre ces énormes bateaux. Donc tout ça, c'est pas modélisé dans la vision micro. Or, ça fait des émissions qui peuvent être très conséquentes. Voilà. Ok, donc là, si je résume, si je comprends bien, le fait que j'ai acheté un nouveau smartphone l'année dernière et qu'on m'ait impacté 500 kilos de CO2 pour ça, en fait, ça représente uniquement la partie matériaux, mais ça représente absolument pas la partie générale de ce qui a été produit vraiment pour ce produit-là. Exactement. Mais et ça, dans ce cas, ça c'est vraiment le cas pour tous les produits. Mais dans ce cas, a priori, ça voudrait dire que l'empreinte moyenne des Français, si elle est basée sur les mêmes données, elle serait supérieure à 10 tonnes. Parce que ce que je veux dire, c'est que s'ils prennent une valeur moyenne pour ces 10 tonnes, ils prennent aussi une valeur moyenne pour les 3 tonnes qui sont mon résultat faussé, certes, mais du coup, je veux dire, c'est la même base de données en soi. Alors non, parce que c'est pas les mêmes approches. Quand tu as l'empreinte carbone moyenne en France, donc nous, on est parti des chiffres du ministère qui donnent 9 tonnes. 9 tonnes sur 3 gaz, donc le CO2, donc le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, qui sont les 3 principaux gaz à effet de serre. Bon, nous, on s'est dit, premièrement, on va essayer de compléter un peu ça. On sait, le CITEPA le reporte très bien, il y a d'autres gaz, les gaz utilisés dans les climatisations, par exemple, dans les climatisations chez nous, mais aussi, surtout dans les commerces, dans l'agroalimentaire, on va les rajouter. Et puis, on a rajouté la déforestation importée, qui avait notamment été identifiée par le Haut Conseil pour le climat. Donc, on est arrivé à 9,9 tonnes.
D'accord. Cette valeur-là, elle est obtenue plutôt avec une vision macro. C'est-à-dire que c'est une vision où on va regarder tous les achats et ce, dans toute la chaîne de valeur. Ouais. Autrement dit, si je reprends mon exemple d'Apple, on va avoir toutes les dépenses d'Apple, y compris ceux que Apple fait auprès des services publicitaires, etc. Donc, on est plutôt sur une vision macro qui va du coup rien louper. Voilà. Après, elle peut se tromper. Elle peut se tromper notamment sur toutes les émissions importées, parce qu'elle ne sait pas exactement avec certitude quelles sont les émissions qui ont eu lieu en Russie dont on parlait tout à l'heure. Mais par exemple, sur les émissions en France, là, elle se trompe presque pas. Elle peut se tromper un petit peu en attribuant parce que les prix sont pas les mêmes suivant les acteurs, mais globalement, elle se trompe pas trop, et donc c'est pour ça que si on veut avoir la vision la plus fiable possible, c'est plutôt les 10 tonnes de CO2. Et si dans un calculateur, on veut avoir une vision la plus fiable possible, il faut pas s'arrêter à la vision micro, celle des analyses de cycle de vie. Il faut forcément rajouter des émissions si on veut être exhaustif. Donc ça, c'est ce que nous, on essaye de faire. Typiquement, entre la V1 de MyCO2 et la V2 qu'on a sortie en mai, on a rajouté à peu près 1 tonne de CO2, juste en regardant le périmètre, en rajoutant des postes, et 1 tonne supplémentaire en regardant cette vision micro et cette vision macro. Donc globalement, on a rajouté à peu près 2 tonnes, et c'est ce qu'on constate quand on fait notre exercice sur nos cas personnels entre MyCO2 et d'autres calculateurs. On a à peu près, suivant les cas bien entendu, on a à peu près de 1 à 3 tonnes de différence. Donc, en fait, les autres calculateurs qui sont peut-être un peu... Vous passez beaucoup de temps sur cette modélisation. Oui, on a disons un peu d'avance. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, vous passez... Donc, vous avez effectivement pris en compte des degrés d'émission supplémentaires par rapport à d'autres calculateurs qui sont moins avancés. Ouais, c'est ça. Et une fois de plus, le travail, il va nous prendre encore 10 ans. L'exemple que je donne sur l'iPhone, ça, on l'a pas pris en compte. Pourquoi ? Parce que l'iPhone, dans notre calculateur, c'est seulement 30 kg de CO2 par an. Et donc faire le travail d'aller regarder chez Apple, de trouver toutes les émissions, de regarder ce qui est traité, pas traité, c'est un travail énorme. On s'est dit, bon, sur 30 kg, même si on rajoute 20%, on sera peut-être à 34, 35. Bon, on parle de 5 kilos, on va le faire sur les gros postes. Donc en début d'année, on a vraiment décidé de le faire sur les gros postes, savoir essentiellement les énergies fossiles, l'amont, et puis l'alimentation. Ok. Voilà. Alors, donc, ça, c'était sur la partie, effectivement, achat. Ouais. Les gros postes pour les individus. Alors, j'ai fait le test Nogest Climat, donc qui se rapporte à la France. Oui. Donc il y a les transports. Donc là, évidemment, moi j'ai dit j'ai pas de voiture, donc ça m'a quand même bien aidé. En revanche, j'ai quand même renseigné que je faisais l'équivalent de 2 à 3 000 km par an, peut-être pour les vacances. C'était ce qui était proposé. Et ensuite, après, il y a pour la partie logement. Et la partie logement, j'ai mis que j'avais un logement électrique. Et donc ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que logement électrique, bon, je suis locataire, mais donc c'est pas forcément de mon fait, mais ça aide énormément à mon empreinte carbone. Alors, quels sont les moyens de pouvoir améliorer un diagnostic CO2 de son appartement si on n'a pas la chance d'être à l'électricité? Quand on vit en ville, dans un appartement, par exemple. Ok. Je garde la question, je reviens un petit peu sur l'électricité pour montrer que le calcul CO2, c'est pas une science exacte. Typiquement, l'électricité, on a du mal à suivre les électrons. Et donc, tu as plusieurs méthodes qui vont donner pour le chauffage des chiffres très, très différents. Des chiffres, en gros, entre 50 jusqu'à 150 grammes de CO2 par kilowattheure. Et donc, en fait, dans le calcul carbone, bien entendu, on sait bien calculer quand tu crames 1 litre d'essence, ce que ça donne, etc. Ce que crament les centrales électriques en France, on sait très bien le calculer, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, comment tu vas l'affecter ? Par exemple, là, entre usages, entre chauffage, eau chaude sanitaire et les autres usages, il y a forcément, au bout d'un moment, des choix politiques. Et c'est pour ça que à MyCO2, on est aussi impliqué et on tient à notre indépendance dans le sens où on peut dire ce qu'on veut et on peut aussi, bien entendu, basé sur la science, faire des choix qui sont des choix qui nous semblent être les plus cohérents, notamment en termes d'impact. Et cet exemple de l'électricité, tu vas le retrouver partout. Par exemple, sur la viande, le méthane. À qui doit revenir le méthane de la vache pendant sa durée de vie ? Est-ce qu'elle doit revenir le veau, typiquement, qui est un coproduit du lait, il faut des veaux pour avoir du lait. Le veau est très carboné, mais pourquoi s'il est là à cause du lait ? Il y a forcément au bout d'un moment des choix d'allocation, c'est-à-dire à qui on attribue. Les vaches, on va peut-être utiliser notamment leur peau pour faire du cuir. Donc là, tu vois qu'il y a des émissions au début qu'on sait très bien calculer, plutôt bien. Mais après, comment est-ce qu'on les attribue ? En sachant que la vache, voilà, elle fait du lait, elle fait des veaux, elle fait donc du fromage par conséquence. Elle peut faire des sacs si on récupère le cuir. Et j'en oublie peut-être.
Voilà. Ensuite, pour revenir de manière plus pragmatique sur notre logement, donc en effet, l'électricité est moins carbonée, mais quand on prend les facteurs d'émission par usage les moins favorables à l'électricité, elle est quand même à 150 grammes, alors que le gaz doit être autour de 240 grammes. Alors que le facteur d'émission moyen, il est plutôt à 50. Donc une fois de plus, il va y avoir des choix un petit peu politiques. Il y a des guerres depuis très longtemps entre Engie et EDF. Engie dit il faut prendre celui-là, EDF dit il faut prendre celui-là. Les pouvoirs publics essaient de raisonner et de trouver le chiffre qui est le plus pertinent. Alors, on revient de manière un petit peu pragmatique dans cet appartement. Là, je suis dans un appartement parisien qui a été construit il y a très longtemps. Il est chauffé à l'électricité. Ça va être très dur de l'isoler. Par l'extérieur, presque impossible, parce que tu vas toucher à l'architecture parisienne. Par l'intérieur, très difficile, parce que tu n'as pas envie de perdre 20 centimètres. Et donc, du coup, 4 mètres carrés sur ton appartement qui est un appartement parisien. Ouais, soyons honnêtes, la seule façon, c'est de mettre du double vitrage, et puis après, on attend. Ouais, non, l'une des premières façons, au début, ça va être de maîtriser ta consommation. C'est-à-dire, si tu as des radiateurs électriques, de mettre un thermostat connecté. Ça, c'est vraiment la première des mesures, c'est-à-dire de devenir maître, de devenir acteur, actrice de sa consommation, de la comprendre. Et rien qu'en la comprenant, on va pouvoir faire des économies qui sont très importantes. Donc ça, pour moi, c'est le premier geste. J'ai beaucoup travaillé dans le monde du bâtiment avant de lancer MyCO2, et typiquement, les acteurs du bâtiment, quand ils ont commencé à s'intéresser au carbone, les premières choses qu'ils ont fait, c'est ça. On mesure, on essaie de comprendre ce qui se passe. Ce bâtiment-là, on s'était pas rendu compte, en fait, la VMC, elle était débranchée. Il y a un agent qui l'avait débranchée parce que, je sais pas, elle faisait trop de bruit, ou alors ça fonctionnait pas. Là, on s'est rendu compte qu'on chauffait toute la nuit, typiquement. Là, on s'est rendu compte qu'au contraire, ça climatisait à partir de ce moment-là. Donc, et le vrai sujet, et ça, c'est quand même un sujet qui fait un ordre de grandeur moins 20%. Là, on parle pas d'un petit geste. On parle d'un sujet qui peut faire moins 20% en moyenne. Donc, le premier des éléments, ça va être d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on consomme. On a quand même des outils pour nous aider. Maintenant, si par exemple, toi, tu as peut-être Linky chez toi. Oui. Linky, normalement, si tu es enregistré, tu peux voir tes consommations par jour et même par heure. Ouais. Et ça, ça peut être marrant. Je pense qu'il y a d'ailleurs des ateliers inventés. Dire venez, on se réunit, on regarde ensemble, on essaie de comprendre pourquoi tu as des consommations la nuit, allez, on se retrouve 5 jours plus tard et on regarde en ayant changé ça et ça, est-ce que je consomme autant? Moi, j'ai fait le calcul de ce que consommait mon frigo, parce que du coup, j'ai éteint tout en partant en vacances et j'ai laissé mon frigo. Et en fait, on est à quasiment 1,5 kWh par jour. Ce qui me paraît beaucoup. Après, mon frigo doit avoir 15 ans, donc, ou peut-être 20. Alors, sans tout éteindre, ce que tu peux faire, c'est d'avoir un régime assez stable. Puis tu rajoutes et tu regardes la différence, parce que tout éteindre, on n'y arrive jamais. Il y a toujours des trucs, des VMC qu'on peut pas éteindre, ou alors faut aller au disjoncteur. Mais en effet, ça c'est la première des choses à regarder, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui consomme. Et le chauffage, c'est clair qu'on le voit. Moi, je le vois sur mon Linky, à des endroits où je suis chauffé au chauffage. C'est clair. Tu vas être tout bas en termes de barre, là, si j'ose dire, quand tu chauffes pas, et tu vas faire x5, x6 les jours où tu chauffes. Donc la première mesure, c'est vraiment une mesure une mesure de mesure. Donc mesurer pour mieux comprendre, et une fois qu'on comprend, de manière générale, on va actionner. On va actionner. Donc voilà, ça je dirais que c'est la première mesure qui est valable partout, ce qu'on appelle parfois d'ailleurs la sobriété, mais qui est pas forcément dans ce cas-là une sobriété négative. Au contraire, là on est dans juste une sobriété d'efficacité, c'est-à-dire arrêter de chauffer quand je peux ne pas chauffer. J'ai dit à Roman quand on a commencé cet entretien que l'appart n'était pas encore chauffé. On est le 12 octobre. On est 12 octobre, ouais. Et il fait pas froid finalement. Bon, ça c'est un peu une chance. Après, on voit vraiment bien la différence dans cet appartement quand les radiateurs sont en marche. C'est des convecteurs électriques qui doivent avoir 15 ans. On passe de 0 kWh à 30 kWh par jour à la seconde même où on chauffe une pièce. Donc c'est pour ça qu'on essaie de limiter assez drastiquement, même hors période de demande de sobriété, de col roulé de la part du gouvernement. Et après, tu as aussi des choses qui sont intéressantes, qui sont un peu pour moi des idées reçues, qui est typiquement on va laisser le chauffage pour pas avoir d'humidité. Donc j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire. J'ai acheté ma résidence secondaire avant ma résidence principale. Et par exemple, on a fait le choix, au lieu de laisser chauffer, souvent
Voilà, mes parents, ils laissent réchauffer, même à une température à 12 degrés. Nous, on chauffe plus et on va mettre un déshumidificateur à un certain niveau d'humidité. Et comme ça, même si ça consomme, premièrement, ça va consommer de l'électricité et pas du gaz en l'occurrence. Et puis, ça suffit largement. Il n'y a pas besoin que notre maison, elle soit chauffée à 12 degrés. Et on fait beaucoup, beaucoup d'économies, typiquement. Chez mes parents en Bretagne, c'est des sacs de sel. Et quand on revient, il y a de l'eau dans les bacs et on récupère, on vide et c'est terminé. Ça marche aussi, ouais. D'ailleurs, oui, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais donc on a dit effectivement dans notre empreinte carbone, ce qui est la plupart du temps montré dans les calculateurs, c'est notre transport, nos logements, notre alimentation. Ouais. Alors là, du coup, dans nos gestes climat, on parle de est-ce que vous êtes zéro déchet ou non ? Et j'ai dit non. Ouais. J'essaye de faire cet effort, mais la vérité, c'est qu'ils disent un peu, j'essaye de faire des efforts, non, oui, je suis zéro déchet, et j'ai mis non parce que je trouve ça trop compliqué. Ouais. L'impact était ridicule. Et c'est là où je vois quand même une grosse limite, c'est que, évidemment, c'est un calculateur d'empreinte CO2, mais ça prend pas du tout en compte la partie biodiversité, la partie déchets, la partie utilisation des sols, etc. On est très mono-orienté, en fait, avec ce genre de calcul, donc ce serait aussi une erreur de se focaliser uniquement sur cette partie CO2 pour notre vie individuelle, je veux dire, pour notre amélioration du quotidien. Moi, quand je vois 3 tonnes, je me dis, c'est bon, je suis quasiment déjà à l'objectif 2050. Et en fait, en réfléchissant un tout petit peu au-delà du CO2, on se rend compte que il y a beaucoup d'autres choses à faire. Ouais. Alors j'ai envie de réagir sur plein de sujets. Je vais réagir sur zéro déchet et puis aussi sur, je pense que je suis à 3 tonnes. Le pire des cas pour moi, c'est des personnes qui ont des pouvoirs d'achat élevés et qui sur des calculateurs vont penser qu'ils sont déjà à 3-4 tonnes. Et ça c'est dangereux parce que ces personnes-là, typiquement, elles vont avoir des grandes maisons qu'elles vont rénover avec 100% du neuf. Elles pensent qu'elles sont super basses. C'est vraiment, ça c'est le cas typique, un CSP+, qui a voilà, bien réussi sa vie. Du coup, il change, il met toute une cuisine qui est neuve, il achète plutôt des trucs qui sont neufs. Et oui, sur son énergie, sa voiture, tout ça, il va penser qu'il est à 2-3 tonnes. Mais quand tu comptes le tout, par exemple, la rénovation, imaginons, tu as 100 mètres carrés, en dehors de Paris, tu as 100 mètres carrés. Si tu rénoves avec que du neuf, tu peux compter environ 200 kg de CO2 par mètre carré. Donc, tu es à 20 tonnes de CO2. Donc, quelqu'un peut se penser très bas. S'il oublie de prendre en compte la rénovation et qu'il achète que du neuf, ça peut lui rajouter, on va amortir quand même sur 10 ans ou 15 ans, mais tu vois, ça peut lui rajouter 1 à 2 tonnes sur son calcul. Voilà. Ensuite, sur le zéro déchet, sur le zéro déchet, tu as des vraies questions et nous, on se les est posées dans MyCO2. La question, c'est est-ce que le zéro déchet, son impact le plus important, c'est d'éviter des déchets? Ou est-ce que son impact le plus important, c'est d'éviter de produire des intrants? Et en fait, nous, on a fait la supposition que c'est... Attends, explicite peut-être un peu cette partie-là. En fait, tu peux te dire, quelqu'un qui est zéro déchet, je vais lui enlever les émissions des déchets. Mais nous, on pense que c'est quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est-à-dire que dès que tu commences à faire attention aux déchets, finalement, implicitement, tu commences à faire attention à ce que tu achètes. Ouais. Et donc, tu achètes moins. Donc, tu as un effet, finalement, tu regardes ce qui sort, mais le plus gros effet, il est dans ce qui rentre. Donc, autrement dit, tu vas acheter moins de plastique, tu vas acheter moins de neuf, tu vas plus faire attention du coup à ce que tu achètes. Donc, nous, ce qu'on va valoriser, en effet, côté déchets, ça va pas être énorme, peut-être 50 à 80 kg de CO2. Mais par contre, on considère que quelqu'un qui est vraiment dans une démarche pareille, dans le zéro déchet, mais très avancé, on considère plutôt que ces émissions, elles vont être diminuées de 200 kg, 250, parce que ça va éviter la fabrication de nouveaux produits en amont, en intrant. Voilà, donc ça, c'est... Bon, forcément, il y a des choix un peu politiques après. C'est un peu un effet rebond à l'envers. Ouais, un effet rebond à l'envers, ouais. C'est un effet rebond à l'envers. Ensuite, dans ta question, qu'est-ce qu'il y avait? Tu voulais réagir sur les 3 tonnes et me mettre une gifle sur... Non, mais 3 tonnes, j'ai déjà réagi. C'est sur les personnes... toi, ça va encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'objets de récup chez toi. Ouais. Donc, t'es pas dans ce cas-là où les choses en dehors du radar des calculateurs classiques sont Pour ceux qui importantes. passent sur Instagram, le canapé sur lequel est installé Roman est d'occasion aussi. Ouais, par exemple. Ça typiquement, tu le vois très souvent sur des vidéos Instagram, etc., avec des environnements qui sont magnifiques, tout est neuf, et la personne va se croire hyper bas carbone. Et ça, c'est le cas par excellence où ça va pas, parce que si tout le monde fait ça, on peut pas être à moins 5% par an. Alors donc,
on a parlé alimentation. Dans ce test, il y a aussi toute une partie sur les achats dont on a parlé un petit peu, notamment les vêtements et d'ailleurs surtout vêtements et mobilier. Ça prend pas trop en compte le reste et le numérique. Donc tous les appareils numériques qu'on possède. Il y a aussi un peu une partie électroménager. En revanche, je trouve qu'il y a un grand absent et d'autres, mais il y a un grand absent, c'est notre argent. J'ai enregistré quelques épisodes avec Léo Garnier de Lita qui a créé l'application Rift. On va enregistrer bientôt avec Goodvest. Et en fait, je me rends compte que on a enregistré avec Gringot aussi, la néobanque, et je me rends compte que notre argent, c'est un impact qui est déjà quasiment qui multiplie par 2 notre empreinte carbone, et ça fait partie de rien de tous ces simulateurs. J'aimerais bien comprendre pourquoi. Alors, je vais revenir sur le début de ton intervention, sur les achats déjà. C'est impossible de compter tout ce qu'on achète. Ou alors, tu as des solutions qui sont connectées au compte bancaire, etc., mais tu vas avoir beaucoup d'incertitudes. Le choix qu'on a fait dans MyCO2, c'est les postes principales de les compter en physique, d'accord, et le reste de le demander en ratio monétaire. C'est-à-dire que typiquement dans une maison on va acheter beaucoup de jardinage, tout ce qui est bricolage, ça peut faire beaucoup. Tout ce qu'on va acheter dans mes magasins de bricolage dès qu'on commence à avoir une maison, pour quelqu'un qui bricole souvent, ça peut faire 100, 200 euros peut-être par mois sur certaines périodes. Et donc tout ça pour le compter, c'est vraiment ça une logique de bilan carbone. Tout ce qu'on peut pas compter en physique, on va le prendre en euros. Donc ça, on donne des ratios moyens aux participantes. On leur dit, en moyenne, tous ces postes-là, jardinage, bricolage, décoration, ça fait en moyenne 800 euros par personne et par an. Si vous ne savez pas, au moins, vous prenez ces 800. D'accord ? Ça rajoute 300 kg de CO2. Voilà. C'est une première approximation, beaucoup d'incertitudes. La même chose sur l'électronique. Quelqu'un qui va être un peu geek, qui va adorer s'acheter, des manettes, des disques durs. Tu vas à la Fnac. C'est incroyable tout ce qui est inimaginable et imaginable. Donc des choses, tu pourras jamais tout compter en physique. Quand tu regardes de l'innovation technologique qu'il y a derrière tous les casques, métaverses, etc. Moi, j'ai un gros problème de carte SD. Ouais, bon, ça va encore. C'est pas très lourd et c'est pas très cher. Donc tout ça, pour le prendre en compte, au bout d'un moment, on est obligé de passer par l'euro. Voilà. Donc c'est pas top, mais en même temps, ça permet d'être sûr de rien oublier. Alors ensuite, du coup, je voulais réagir sur ta non-question. Donc du coup, reviens à ta question. Donc t'es parti des euros achats. Repose ta question, s'il te plaît. Il y avait toute une partie, le grand absent. Sur l'épargne. Alors, l'épargne, premièrement, ce qui m'a un peu embêté quand on a commencé à réfléchir à ça, c'est que c'est un indicateur supplémentaire. Autrement dit, c'est quand tu demandes à un économiste, il va te dire la consommation finale et l'épargne, ce sont 2 choses qui sont complètement différentes. D'accord ? Parce que ton épargne, il va financer indirectement de la consommation finale. Ton épargne, par exemple, il va te permettre d'investir dans des entrepôts logistiques, et ces entrepôts logistiques, ils vont permettre à Amazon d'apporter des éléments, donc de servir de la consommation finale. Donc il y a un élément un peu conceptuel qui est que si tu demandes à un économiste, il va dire, on parle de choses qui sont complètement différentes. La consommation, c'est vraiment vraiment un flux, si j'ose dire, et l'épargne, bon, c'est plutôt un stock quand tu regardes au niveau de chez nous, mais après au niveau des banques, ça peut être un flux, mais qui est pas de la consommation finale. Donc typiquement, Oxfam qui avait repris les chiffres notamment de Carbon 4, qui avait dit on rajoute 11 tonnes, quelque chose comme ça, sur l'empreinte carbone. Bon, ça peut donner un ordre de grandeur, mais pour moi, on n'a pas le droit de l'additionner par-dessus. Donc ça, c'est quand même un premier sujet qui est un premier sujet méthodologique. Qu'est-ce qu'ils disent comme ces 11 tonnes ou 10 tonnes de l'épargne ? Ils disent que grosso modo, l'économie, elle est plutôt carbonée. Ça, on le savait. Si l'économie arrivait à se décarboner très vite, ça on le saurait également. Donc ça dit quoi ? Ça dit que les gens ont à peu près, je crois que dans Oxfam c'est à peu près 20 000 euros ouais, c'est ça. d'encours. C'est 500 kilos par millier voilà, d'euros. et donc ça veut dire qu'en gros, c'est 20 000 euros. C'est-à-dire que les gens ont un peu d'épargne. C'est ça que moi j'en retiens. Les gens ont un peu d'épargne et l'économie est carbonée. C'est ça que ça dit pour moi, cet indicateur-là. Bon, d'accord. Dans MyCO2, on essaie plus de se dire, même si on le quantifie pas trop pour le moment, à partir de quand est-ce que l'épargne peut avoir un impact à la baisse sur les 660 millions de tonnes ? Et l'exemple que je donne souvent dans MyCO2, c'est une société commune de placement immobilier que j'ai pu accompagner à l'époque de Carbon 4 qui s'appelle Caneos. Eux, ils vont faire quoi ? Ils vont prendre l'épargne des épargnants, donc imaginons les 20 000 euros là, acheter des bâtiments,
des bâtiments qui sont résidentiels dans des petits et moyens pôles, qui sont souvent très énergivores. Et avec cet argent, ton argent, l'épargne, ils vont vraiment isoler ce bâtiment, mettre une pompe à chaleur, et donc le passer d'environ 30 kg de CO2 par mètre carré par an à environ 10, 8. Et ensuite, louer ces bâtiments, trouver des locataires. En plus des locataires qui seront solvables, parce qu'ils vont payer moins de charges. Et donc là, tu es vraiment sur de l'épargne, qui dit quelque chose en plus que l'épargne et l'économie est carbonée, qui dit « mon épargne a eu de l'impact à la baisse sur l'empreinte carbone totale ». Et donc, ce qui me semble intéressant, moi, c'est d'aller un cran plus loin que les gens d'épargne et l'économie est carbonée, et d'aller un cran plus loin en identifiant vraiment quels sont les projets qui permettent de réduire les émissions, l'empreinte carbone, les 660 millions de tonnes. Je ne sais pas s'il y a des initiatives qui permettent vraiment de faire ça. Bien entendu, on peut essayer de l'aborder. L'ITA, moi personnellement, j'adhère. J'ai mis un petit peu d'argent dans l'ITA, mais on voit que dans l'ITA, il y a des projets qui parfois vont plus loin que le carbone, donc ils vont être sociaux et qui vont avoir un impact très réduit. Pardon, pas très réduit, mais un impact limité à la baisse. Donc ça, moi, c'est ce que j'invite pendant les conférences MyCO2, c'est de se dire, est-ce que ce projet dans lequel je vais investir, est-ce qu'il baisse vraiment l'empreinte carbone moyenne de la France ? Et après, ça, il faut vraiment regarder les projets au cas par cas, finalement, pour savoir ça. Bon, et après, il y a aussi le fait que avoir son argent dans une grande banque fait qu'on a plus de chances de financer des grands projets internationaux, probablement délétères, que dans des banques qui sont peut-être plus à taille humaine ou plus locales, plus régionales, qui vont investir dans des projets peut-être plus locaux, qui vont, même si c'est pas des projets qui ont une visée de réduction d'empreinte carbone, qui ont peut-être des impacts un peu moins importants sur la biodiversité, sur les émissions de CO2, qui ont peut-être un impact meilleur sur le tissu économique local, etc. Clairement, toutes les initiatives un peu citoyennes de financement, pour moi, leur intérêt principal, c'est à la fois de remettre en circuit court, si j'ose dire, les épargnants et les porteurs de projets, parce que ça redonne à la fois du sens, ça montre qu'il y a un soutien. Donc je pense que c'est celui-là, c'est aussi celui de porter en effet des projets qui sont moins finançables par les circuits classiques. Donc parce que des rendements plus faibles, etc. Donc moi je dirais que c'est les deux intérêts principaux. Après, sur tout ce qui est, les grosses banques vont financer, c'est vrai, des gros projets. Mais si tu enlèves ton argent de la Société Générale, j'ai du mal, personnellement, je le dis avec beaucoup d'humilité, j'ai du mal à savoir est-ce que ça impacte vraiment le projet en lui-même. Parce que de là à ce que, premièrement, les banques, à mon avis, je suis pas un expert, je suis pas économiste, elles peuvent se refinancer auprès des banques centrales, etc. Et deuxièmement, je pense qu'il y a encore assez de liquidités, malheureusement, sur le monde pour que les projets trouvent du sens. Donc, quel est l'impact vraiment concret d'enlever son épargne d'une grosse banque pour le mettre sur une petite? Sur le sujet, porter des nouvelles initiatives, tout ça, je le vois clairement, et il faut le faire. Il y a pas de question. Après, sur l'impact systémique, je suis pas assez expert pour y répondre. Non, et j'ai quelques individuel, c'est sûr. À un niveau collectif, ça a probablement plus de sens. Et tu dois en savoir quelque chose avec MyCO2. Du coup, on viendra à ce sujet juste après. Ça marche. Il y a un autre thème qui n'apparaît pas. Donc on parle des transports. En revanche, on parle pas des séjours. Donc c'est-à-dire de l'impact qu'on peut avoir quand on n'est pas dans notre pays d'origine, par exemple. Et je reviens sur mon voyage en Roumanie. Ça va finir par énerver les gens, mais j'ai passé 24 heures du coup entre la Roumanie et la France. J'ai passé 24 heures à Budapest parce que notre train passait par Budapest. Quel était mon impact sur place? Est-ce que en fait le fait d'être dans un Airbnb là-bas, c'est différent d'être dans un Airbnb en France? Comment ça marche? Alors, on voit qu'en fait, sur tous les sujets, c'est assez dur d'avoir une réponse très claire. Est-ce que, par exemple, un Airbnb est plus carboné, moins carboné qu'un hôtel? Bon. Qui doit porter la responsabilité des émissions du Airbnb? Par exemple, je vais reparler de ma résidence secondaire en Bretagne, je la loue. C'est donc moi qui paye les factures. Quand j'accueille du coup des locataires Airbnb chez moi, c'est donc moi qui paye la facture. D'un point de vue très comptable, c'est moi qui devrais prendre ces émissions-là. Dans MyCO2, on n'a pas fait ce choix-là. On a fait le choix du coup de ne pas prendre les kilowattheures parce qu'ils intégreraient
ils intégreraient ces locations Airbnb. On a fait le choix d'estimer les émissions à partir, notamment pour la résidence secondaire, du temps, de la durée du séjour. Ouais. Est-ce que c'est plutôt, est-ce que t'es chauffé, est-ce que t'es climatisé et quel vecteur énergétique. Donc il y a un choix d'affectation. Nous typiquement, quand on sait pas, de manière générale, ça c'est aussi une règle bilan carbone. Quand tu sais pas, tu essaies plutôt d'avoir une hypothèse conservatrice. Ouais. Donc on s'est dit, on va prendre l'hôtel pour tout le monde. Même si c'est vrai que peut-être dans un Airbnb, t'as moins d'équipement et encore, ça reste à calculer. Donc dans MyCO2, que ça soit un Airbnb ou un hôtel, on va le prendre en compte. Et la variable qui est différenciante suivant les pays, ça va être le contenu carbone de l'électricité. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on adapte dans le formulaire et qui peut avoir un impact très important. Par exemple, sur des hôtels dans des îles, des îles paradisiaques, tu peux peut-être avoir 1 tonne pour y aller, mais tu peux peut-être ajouter 1 tonne supplémentaire si l'hôtel est de haute qualité. 3-4 étoiles, t'y restes 2 semaines. Les piscines chauffées. Piscines chauffées, exactement, tout ce qui est équipement, tu vas rajouter presque 1 tonne. Donc là, pour nous, c'était une variable structurante. Ça, on l'a vu dès le début. On l'a vu aussi par mon expérience passée à moi. C'est-à-dire j'avais eu la chance de travailler à Saint-Barthélemy, hôtel de luxe, tout ça. J'avais à peu près l'ordre de grandeur de kilogrammes de CO2 par nuitée. On était autour de 50-100 kilogrammes de CO2 par nuitée. C'est énorme. Et donc là, je me suis dit, on peut pas passer à côté de ça. Donc clairement, on l'a rajouté, ça, dans le calculateur MyCO2. Après, on a encore 10 ans de travail parce que d'arriver à affiner peut-être par hôtel suivant les étoiles, peut-être Airbnb n'est pas pareil qu'un hôtel. Un camping, qu'est-ce qu'on lui met au camping ? Je sais pas. Et même au fait d'avoir une résidence secondaire, parce que du coup, si on se dédouane en disant que c'est celui qui l'utilise, à qui on affecte les émissions, en fait, qu'en est-il du fait d'être propriétaire d'une maison inoccupée, probablement chauffée? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ça faisait pas partie du calcul non plus, quoi. Alors ça, par contre, voilà, nous, on compte tout. C'est-à-dire que là, dans la résidence secondaire, on va tout compter. On va compter sa fabrication, le mobilier, l'électroménager. On va vraiment tout compter. La seule chose que je vais pas compter, c'est si des gens viennent chez moi, et se chauffent. Là, je vais leur affecter à eux. Parce que je considère que c'est un service, et que s'ils étaient pas venus dans mon Airbnb, ils seraient allés dans un hôtel, par exemple. Mais ça, c'est des choix qui sont des choix d'affectation. Faut pas croire que c'est une science qui est dure, même pour le bilan carbone des entreprises. Des questions comme ça, un petit peu d'attribution, qui est responsable, à qui on affecte, ils s'en posent encore tous les jours, et les méthodologies, elles continuent à évoluer. Oui, c'est sûr. Voilà, un dernier truc qui n'est pas présent, et après on s'arrête, promis. Si on a une famille, si on a un foyer, si on a des enfants qui sont à charge, ça fait pas partie de ces calculs-là. Comment est-ce que ça se prend? On a beaucoup quand même de débats sur oui, les écolos, ils veulent pas d'enfants. Est-ce qu'il faut faire des enfants si on veut protéger la planète? C'est quand même des débats assez violents, je trouve. Et là, je sais pas si c'est tabou ou si c'est pas pris en compte de façon complètement consciente, mais voilà, c'est pas dedans. Ouais. Alors c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention aux conclusions parfois d'un calcul carbone. Bon, souvent, moi, j'ai des gens en fin de concurrence, ils disent, j'ai trouvé la meilleure solution, j'ai viré ma femme, ou alors j'ai supprimé mes chiens et mes chats. Bon, ils le disent en rigolant, bien entendu. Bon, l'une des solutions pour baisser son empreinte carbone, c'est d'arrêter de vivre, hein. Mais quand on a dit ça, c'est peut-être la solution la plus efficace, mais bon, c'est pas ça qui va aider le monde à mieux tourner. Donc il faut faire un tout petit peu attention aux conclusions, on va dire, calculatoires. Ce qu'il faut regarder sur les enfants, et ce qu'on dit souvent, c'est une question. De toute façon, comme beaucoup de sujets dans le carbone, c'est une question d'équilibre. On pourra parler de l'impact du bois si tu veux tout à l'heure, par exemple, mais c'est pareil, c'est une question d'équilibre. Les enfants, c'est une question d'équilibre. Si tout le monde du jour au lendemain arrête de faire des enfants, bon, c'est fine, mais la société, ça veut dire que dans 80 ans, il n'y a plus personne sur Terre. Pourquoi pas? Mais on n'est pas forcément obligé de passer par là. Donc la question des enfants, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est à un taux de natalité notamment qui permet un renouvellement de la population qui reste dans les mêmes ordres de grandeur? Tant que c'est ça, ça va. Si tout le monde du jour au lendemain, et c'est la mode d'avoir 10 enfants, et ça pourrait, quand on regarde les émissions télévisées des super grandes familles là qui ont 10 enfants, je sais pas si t'es déjà tombé là-dessus. Non, pas encore. Il y a une émission de télé-réalité où il y a que des grandes familles avec 10 enfants, etc. C'est très marrant, tu pourras regarder. Mais si ça devient la mode, on pourra parler de la responsabilité de la télé tout à l'heure si tu veux, ça va pas.
Là, clairement, ça va pas parce que tu as un effet du coup systémique qui est que la population, elle passe de 67 à, je sais pas, 100 millions de personnes. Et même si on essaie de réduire par personne, bah là, tu as un effet systémique qui va pas. Ensuite, quand même, pour revenir sur le calcul, à ce stade, je te l'ai dit, la méthode globale, c'est que tu prends toutes les émissions, les 660, et tu les divises par la population. Dans la population, tu as aussi bien les nouveau-nés qui ont 2 jours que les personnes actives, que les grands-parents. Forcément, c'est une moyenne qui cache beaucoup de disparités. On a fait le choix dans MyCO2 de rester sur cette définition. C'est-à-dire que un ménage qui a un enfant, on va attribuer une partie des émissions à l'enfant. Typiquement, tous les déplacements du week-end et des vacances vont aussi, une partie, être attribués à l'enfant. Okay. D'accord. Ce qui veut dire que si on faisait, et on aimerait le faire après, un formulaire, on va dire plutôt enfant, bah on attribuerait tous les services de l'enfant, tout ce qui est garderie, jouets, etc. On les attribuerait à l'enfant, même si on est d'accord que là, il y a une question un petit peu de responsabilité, parce que c'est plutôt les parents qui achètent pour le compte de l'enfant jusqu'à un certain âge. Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont pas simples. Bon, il y a la question un petit peu de l'équilibre dont j'ai parlé, ça, attention aux conclusions. Et après, la question de la responsabilité. Donc là, on essaie plutôt d'être rigoureux dans ce qu'on compte, de bien diviser. Par exemple, les émissions du logement, pareil, on les divise par l'ensemble des personnes. Ce qui peut avoir des conclusions un peu dures à accepter peut-être. Parce que quand tu as un enfant, du coup, dans MyCO2, on considère que l'énergie de ton logement, elle est plus divisée par 2, mais elle est divisée par 3. Donc ça baisse de manière systémique ton empreinte carbone, tu vois. Ouais. Alors que si tout le monde a 10 enfants, ça marche plus. Donc on voit qu'on est sur des sujets compliqués, comme tu dis, qui peuvent avoir des débats un peu violents s'ils sont pris vraiment au pied de la lettre. Donc on essaie de garder toujours de la nuance dans ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix dans MyCO2 d'avoir vraiment ces conférences pour essayer de désamorcer tous ces débats qui peuvent rapidement être violents si on les prend mal, si on prend pas l'équation dans son intégralité. Oui, parce que du coup, je complète, mais votre outil MyCO2, on ne peut plus y accéder. Avant, je crois qu'on pouvait, on ne peut plus y accéder. Non, ça n'a jamais été le cas. Ouais. Mais on ne peut pas y accéder sans avoir fait un atelier avec MyCO2, avec une sorte d'atelier participatif, conférence, avec d'autres personnes pour faire ce calcul ensemble. Ouais. Parce que du coup, effectivement, il y a ce côté un peu collectif de comprendre pour pouvoir mieux agir. Ouais. Alors, on a... En effet, c'est vrai, mais par contre, on a des conférences gratuites. C'est-à-dire qu'on a essayé, on voulait pas séparer le côté lucratif et le côté non lucratif. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une activité où on anime des conférences grand public gratuites. Donc là, on a typiquement, je crois que c'est après-demain, il y a 600 personnes inscrites. Et à côté, il faut qu'on gagne de l'argent pour payer nos salaires. Donc, on essaie de faire des conférences, notamment en entreprise, pour payer nos salaires. Donc ça, c'est un modèle, un business model qui est quand même assez original. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert pour le moment ? Parce qu'on pense que ces conférences, et c'est pas on pense, c'est que à la fin de chaque conférence, on a un formulaire de satisfaction. Et à chaque fois, les gens nous disent toute la pédagogie qu'il y a autour, toute la nuance, toutes les explications. En fait, tu vois, t'as fait ce calculateur tout seul. Et tu t'es dit, à la fin, il y a quelque chose qui cloche. Là, ça va parce qu'on en parle. Tu vas pouvoir te dire, ah ok, d'accord, il y a un peu d'incertitude, il y a des choses qui sont pas comptées, je suis peut-être pas à 3, je suis à 4 ou à 5. Donc ça va. Mais si tu restes sur le 3 en disant il y a des choses, ils sont pas d'accord entre eux, je suis sûr qu'on m'a oublié la moitié des émissions, et finalement ce qui va se passer, c'est que tu vas pas passer à l'action. Non, ou même encore pire, si je vais à un 3 et qu'en plus je me dis c'est top, en fait je suis déjà à l'objectif 2040, j'ai 20 ans d'avance sur tous les autres technos, j'ai plus rien à faire, c'est encore pire. C'est encore pire, tu peux avoir cet effet encore pire. Voilà, mais de manière générale, l'accompagnement sur des sujets qui peuvent être très anxiogènes, qui peuvent aussi être pris souvent, notamment dans les débats médiatiques, politiques, très violents, parce que très rapidement, on va aller dans les habitudes des gens, on va aller dans leur choix de vie. Donc ça peut devenir rapidement très, très violent. Et nous, on pense que pour se mettre en mouvement, il faut au contraire essayer d'accompagner les personnes. Les personnes, elles sont pas de mauvaise volonté. C'est juste qu'elles ont fait des choix depuis 30 ans dans leur vie. Et tous ces choix passés, quand elles ne savaient pas, conditionnent leur empreinte carbone du moment. C'est vachement dur. Et on peut pas, du jour au lendemain, changer la façon dont on est chauffé. On est allé s'installer au bord de la mer et notre travail, il est à 40 km, etc., etc. Tous ces choix, on les a fait dans le passé, on savait pas. Et donc, nous, on a vraiment fait ce choix d'essayer de remettre en mouvement de manière positive ces personnes-là, à la baisse sur les moins 5% par an.
C'est quoi ton empreinte carbone à toi? Alors, il est sur notre site. De mémoire, je suis autour de 6 tonnes. 6 tonnes de CO2. Qu'est-ce que je peux dire? Tes plus gros postes de dépenses, tes axes d'amélioration, ce que tu essayes de faire et que tu as plus de mal à faire. Alors, sur Je me loge, je vais être assez bas parce que j'ai eu la chance, si je reviens sur mes choix, de faire mes choix dans le passé en ayant déjà cette conscience carbone. Donc, ce qui veut dire que tous les choix du passé qui conditionnent du coup mon empreinte carbone de maintenant, ils ont été faits toujours avec cet indicateur-là. Donc, typiquement, la maison que j'ai achetée en Bretagne, elle est pas très loin d'une gare. Donc ça, elle est pas très loin d'une gare, donc je peux y aller. J'ai eu un enfant, mais du coup, j'ai acheté un vélo cargo. Donc je pense que je dois être l'un des seuls vélos cargo avec Cozy de Paris. J'en croise pas souvent. Non, il y en a pas beaucoup. On en voit de plus en plus quand même. Et encore à Paris, on est dans le 20e arrondissement ici, donc c'est plus fréquent. Et encore l'impact carbone à Paris, il est nul parce que sinon j'aurais pris le métro. Mais quand je le prends en Bretagne, là l'impact il est non négligeable. Et bon, clairement en Bretagne, j'ai jamais croisé de vélo cargo avec Cozy. Donc je me déplace par mes choix. J'arrive à être assez bas. Par contre, avec nuance, j'ai pris l'avion cette année pour aller au Portugal. J'avais le mariage de mon cousin. Ça doit faire environ 500-600 kilogrammes. Mais tu vois, je vais le faire comme ça tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc on parle de 150-200 kilogrammes par an si j'amortis ça sur 3 ans. Donc on va dire que c'est des postes qui sont relativement faibles, mais qui gardent la nuance. Donc sur je me déplace, je dois être autour de 500 max. Je prends encore la voiture de temps en temps parce que des fois il faut, mais c'est pas ma voiture, mais une voiture que j'emprunte, etc. Donc je vais être à 500 max, quoi, max de max. Après sur je mange, je suis plutôt dans MyCO2 sur ce qui s'appelle je prends s'il est bon un plat sans viande. Je suis dans cette étape, on va dire. Les étapes étant, au début je prends de la viande parce que j'adore ça, parce que c'est toujours bon. Après je prends s'il est bon un plat sans viande rouge, donc sans viande de ruminant. L'étape d'après c'est je prends s'il est bon un plat sans viande. Et s'il est bon, on l'explique en conférence, hein, tu vois. Ah oui, putain, mais si on te sert le même repas, escalope, haricots verts, et en fait, le restaurateur, il sait pas quoi te faire, il te donne juste les haricots verts, personne n'a envie de ça. Donc, s'il est bon, il a son importance. Donc, moi, je suis à la 3e étape dans le formulaire MyCO2, une étape de conscientisation, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je prends s'il est bon un plat sans viande. Et puis après, il y a des étapes supplémentaires où tu peux être végétarien avec quelques exceptions. Je pense que je me rapproche un petit peu de celle-là sans y être encore totalement. Et puis des étapes après supplémentaires. Donc l'idée, et c'est ce que j'aime dans cette approche MyCO2, c'est que voilà, on va pas te demander le nombre de repas par semaine, mais on va plutôt essayer d'identifier les étapes de conscientisation qui font que petit à petit, t'avances dans la bonne direction. Et du coup, après, vous créez une sorte de proxy avec un nombre de kilos associé à l'étape à laquelle on en est. Ouais. Alors ça, on le fait via des analyses statistiques. Donc là, typiquement, on s'est basé sur Inca3, qui est une base qui permet d'avoir des régimes alimentaires, mais dans leur intégralité. Le risque, c'est de se dire, un repas végétarien, c'est juste... quand je regardais les premiers repas végétariens sur la base carbone, c'était vraiment... je crois que t'avais pas grand-chose, que t'avais une petite part de légumes et puis je sais pas quoi. Alors qu'on le voit, un vrai régime végétarien, il y a... Forcément, on doit agrémenter beaucoup plus de graines, de protéines végétales, etc. Donc, bien entendu, on est plus bas que la viande, mais on n'est pas à 0 non plus. Donc ça, pour bien le prendre en compte, on est parti notamment de Inca3, qui permet d'avoir des grammes d'aliments avec des catégories quand même. On doit avoir une 60aine de catégories de manière détaillée par an, par jour. Donc, on est parti de ça pour avoir une vision exhaustive qui, du coup, va donner un chiffre un peu plus important que d'autres calculateurs sur, par exemple, des personnes qui sont végétariennes. C'est intéressant que j'aime bien le fait que tu connaisses par catégorie ton nombre de kilos de dépenses CO2, et je pense que c'est ça l'étape à laquelle il faut que je passe. En plus, j'ai un côté un peu cartésien où j'aime bien chiffrer le truc, mais c'est vrai que bon, je connais mon empreinte carbone, elle est pas à 3, mais je crois qu'elle est autour de, parce que j'ai fait d'autres tests en même temps, mais elle doit être autour de 4,5, 5,5. Et en fait, en revanche, à l'intérieur, je suis toujours à me dire, ok, qu'est-ce qui est le plus gros? Est-ce que c'est mes transports? Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que c'est... Et en fait, réussir à passer cette étape où je sais que mon plus gros poste, c'est celui-là, et qu'en plus, en valeur absolue, il fait tant, ça m'aiderait énormément à réussir de réduire tous ces trucs-là, avoir des axes d'amélioration qui soient vachement plus chiffrés et du coup plus atteignables en objectifs. En fait, j'aime bien. Alors, on vient de développer sur notre plateforme le fait de pouvoir exporter
augmenté, notamment sur les réseaux sociaux, son empreinte carbone par poste. Okay. Donc là, je viens juste de valider les visuels, donc ça devrait être en ligne, je pense, cette semaine. Donc je pense que c'est des choses, moi-même, je vais faire l'exercice. Je verrai si je publie à tout le monde, mais c'est trop bien. Super. Est-ce que tu as un dernier mot là-dessus? Tout à l'heure, tu voulais parler de bois. Je sais pas si tu veux en discuter maintenant. Sinon, un mot de la fin. Ouais, je vais finir quand même sur la question d'avant, sur mes émissions. J'ai parlé de je me déplace, je mange. Après, sur je me loge, globalement, mes émissions, elles sont quand même assez élevées. On a acheté une maison qui est au gaz. Donc ça, tu te retrouves avec une maison qui est au gaz. Bon, clairement, quand tu achètes une maison, tu vas essayer de tomber sur la maison chauffée à la pompe à chaleur. Ouais, bon courage. C'est pas ton critère. 1,5%, je crois, aujourd'hui, c'est ça? La pompe à chaleur, c'est à peu près 4% des résidences principales. Mais quand tu achètes une maison, c'est pas le seul critère. Il y a plein d'autres critères qui rentrent en jeu. Et donc, bien entendu, c'est un compromis quand tu achètes une maison. Par contre, c'est peut-être pas si mal que ce soit moi, Roman Ledoux, qui ai acheté cette maison au gaz, parce que j'ai une envie, dans le moyen terme, de remplacer cette maison au gaz par une maison à autre chose. Alors déjà, premièrement, on a un poêle à bois et donc on va essayer d'utiliser le bois le plus possible. Mais finalement, mon empreinte carbone, elle a peut-être un peu augmenté via cet achat. C'est vrai. Mais c'est peut-être mieux que ce soit moi qui l'ai acheté parce que j'ai clairement maintenant cette envie viscérale de me dire dès que j'ai un peu d'argent, je vais pouvoir essayer de changer en bien. Donc je me loge, je pense que je suis à peu près à la moyenne. Surtout, j'ai quand même un pouvoir d'achat assez élevé. Faut pas se le nier. Je travaille à Paris dans une, je vais pas dire une grande entreprise, mais quand même 100 salariés. J'ai fait des études, donc j'ai quand même un pouvoir d'achat. Faut pas se le nier, qui est supérieur à la moyenne française. Donc forcément, à partir de là, c'est normal que je sois pas à 3 tonnes. Et c'est plutôt rassurant que je sois pas à 3 tonnes entre guillemets. Ça veut dire que je compte bien tout dans My CO2. Et si, avec mon pouvoir d'achat, on va dire, j'arrive à être à 6 tonnes, je trouve que c'est déjà très positif. L'objectif à 2030, c'est de faire moins 5% jusqu'à 2030, ça fait environ moins 30%. Donc tu passes de 10 tonnes à 7 tonnes. C'est déjà chouette. Je suis à 6 tonnes, je suis déjà, avec un pouvoir d'achat quand même assez élevé, je suis déjà 1 tonne en dessous de la moyenne française. Donc déjà, si clairement tout le monde pouvait se positionner par rapport à cette moyenne de 2030, ça serait déjà génial. C'est quoi les chiffres à retenir pour 2030? C'est environ, faut moins 5% par an, on part de 10 tonnes. Donc si tu fais moins 5% 2030, c'est dans pas longtemps, c'est dans 8 ans, ça fait environ moins 30%. Donc faut être environ à 7 tonnes. Le Haut Conseil pour le climat, dans son rapport, donne notamment ce passage. Est-ce qu'on est sur une pente descendante en ce moment? On est encore sur une pente ascendante en termes de moyenne nationale? Non, on est sur une pente descendante depuis environ 10 ans. D'accord, il y a eu des petits problèmes méthodologiques pendant longtemps. On a cru que nos émissions augmentaient, mais c'est pas vrai. Globalement, parce qu'on faisait du doublon partout, c'est ça? On comptait 2 fois Non, à cause de la méthode, et la vraie raison, c'est parce que le prix des énergies fossiles augmentait. Et donc ça avait un effet sur la méthode utilisée par le ministère d'augmenter les émissions. Donc ça a été corrigé seulement l'année dernière. D'accord. Donc on est encore sur un indicateur qui est neuf. Ça fait partie de notre volonté de faire évoluer cet indicateur moyen. Donc on fait partie d'un groupe d'experts lancé par le ministère. Faut pas croire que ce chiffre-là des 9,9 tonnes, il est parfait. C'est pas vrai. La vérité, elle est sûrement entre 9,5 et 10,5. Et donc notre objectif My CO2, c'est aussi de se libérer du temps pour faire de la recherche sur l'empreinte carbone, des trucs très précis, mais aussi de participer à cette évolution de l'empreinte carbone moyenne. Donc si on y arrive dans les années qui viennent, tant mieux. Super. Bon, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Roman, d'être passé à la maison. Merci, Xavier. Et puis tu nous réinvites parce qu'on est 7, c'est pas forcément que moi quand tu veux. Ouais. Parce que je pense que des axes, on aurait pu parler du bois, on aurait pu parler de plein de choses. On travaille notamment avec l'ENS pour mieux comprendre les variables structurantes de l'empreinte carbone. Je pense qu'on aura des choses intéressantes à raconter l'année prochaine. Avec plaisir. Également. Avec grand plaisir pour parler de ça. Ça marche. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio.
Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.